Alors, La hashtag. définition, hashtag. Je n'avais jamais arrivé à comprendre ce que c'était. Maintenant, j'ai compris que ça touche beaucoup plus une communauté en dehors de ses abonnés. Donc, voilà. Moi, mon nom, c'était John Rutherford, parce que ça rimait bien. Rutherford, tu vois. Hafed Aoujdaï, Hafed pour les intimes, parce que maintenant, Wikipédia vont creuser partout. Donc, ils sont peut-être allés même enquêter. Hafid, parce que c'était mon premier prénom quand j'étais né. Mes parents m'ont appelé Hafid. Et en fait, mon grand-père, quelques mois plus tard, a dit on a déjà un Hafid Abdel Hafid dans la famille, il faut l'appeler Abdel Latif. Et donc, voilà. Donc, après, c'est resté Hafid, Hafid, Hafid. Et donc, je trouve que ça a un sens protecteur, c'est un sens assez important pour moi. Mais c'est vrai que l'enfance, quand on est, je dirais, mal entouré et tout ça, ça peut être un peu dur pour certains de ne pas se relever de certaines critiques, de certaines, je dirais, injustices, parce que les gamins au collège, à l'école, sont des fois durs. Quand on a un petit complexe, je dis pas un handicap. Moi, j'étais à 14 ans, 13 ans, je faisais 1m96, 115 kilos, mais beaucoup plus, pas 96, non, moins de 1m90, mais beaucoup plus gros. Et donc, même si la moyenne marocaine est beaucoup plus petite que cela, j'étais un peu différent des autres et on se foutait de moi. Et on me mettait même des fois à l'écart. Et donc, des fois, on m'appelait Tbose ou tu joues pas avec nous, tu es lent au foot, ou les filles ne viennent pas avec nous au boom, là. Donc, c'est des choses qui peuvent être marquantes et qui peuvent être difficiles à gérer des fois si on n'a pas un entourage. Donc, je le dis, et il faut faire attention. Donc, le rôle des parents est très important. Et le rôle des activités aussi, qui peuvent aussi être un pansement à ce petit, un petit handicap. Donc le sport en fait un. Je souffrais beaucoup quand j'étais jeune de cette attention particulière qu'on devrait avoir envers les enfants. Donc il y avait une éducation qui était unique, il y avait tais-toi ici, viens ici. Donc on pensait que tous les enfants se ressemblent, mais cette attention particulière, on avait tendance dans notre culture, et la culture d'ailleurs orientale, on ne l'avait pas à l'époque. Donc il y avait une éducation qui était généralisée, et tout le monde avait de son mot à dire, soit les parents, soit l'oncle, soit le grand cousin, soit le grand frère, soit les mecs de l'extérieur, etc. Voilà, donc il a fallu un petit peu sortir de ce cocon familial qui était un peu pesant pour moi. Quand je suis allé au rugby, le professeur me disait, je lui disais, je ne connais pas les règles, il m'a dit, tu sais, avec ton gabarit, prends le ballon et tu vas tout droit, et tu verras le résultat. C'est une consigne que je gardais toute ma vie. Donc je pris le ballon, je suis allé tout droit, donc je me suis aperçu qu'il y avait des joueurs qui tombaient par terre, et je suis tombé derrière une ligne, et en fait, ça m'a dit que c'était un but, ce qu'on appelle un essai dans le rugby. Et d'un seul coup, tous mes copains sont venus sur mon épaule, me serrant comme ça, et puis je me suis senti aimé. Et donc ça a été la révélation. C'était mon sport et mon avenir et ma passion. Et le rugby, c'est un sport entre guillemets de pauvre, il faut le dire. C'est un sport parce qu'on recevait un maillot, parce qu'on avait une soupe, parce qu'on avait une petite attention particulière, parce qu'on nous payait la douche, parce qu'il n'y avait pas de douche, ou le hammam, parce qu'il n'y avait pas de douche au stade et tout ça. Donc les gens venaient, et les gens. Et puis moi, à la fin de chaque entraînement, le samedi, je me rappelle, j'appelais ma mère, je dis maman, enfin j'appelais ma mère, le téléphone, mais avant l'entraînement de partir, je lui disais on va revenir ici à une dizaine, ou ça serait bien que tu nous fasses à manger pour voir un match, ce qu'on appelle le match du tournoi de 5 nations. Et donc c'est dans la continuité de cette, de cette ambiance et de cet esprit d'équipe qu'il y avait dans le sport, et de je dirais, de manque de moyens pour mes collègues, mes coéquipiers, le fait de préparer un grand repas festif. Alors ma mère, bien sûr, grande cuisinière, ça commençait de la soupe, des salades, pastilles ou autres, parce qu'elle était heureuse de voir son fils heureux. Moi qui étais souffré un peu de mon complexe de poids et tout ça, donc elle voyait que j'étais épanoui, donc l'école ça allait beaucoup mieux et tout ça. Et donc du coup, elle voulait nous récompenser, puis dire merci en quelque part à tous mes copains de rugby. Quand le club nous disait, vous n'avez pas d'argent, on n'avait pas d'argent pour aller jouer à Rabat et tout ça, mais on ne prenait pas ça négativement, donc on se mettait autour d'une table, on aimait le rugby, on ne voulait pas que le championnat s'arrête, et on allait voir tous les cafés avec une casquette, et on ramassait 1 dirham, 2 dirhams et tout ça, et on amenait 3000 dirhams au président, voilà. On voulait aller jouer, et on payait notre déplacement. Et ça a créé d'abord une puissance extraordinaire, une confiance de soi. Mon père, à qui j'ai jamais osé lui dire je t'aime, les gens de l'oriental du Maroc, c'est des gens qui sont des taiseux, même si on le faisait à notre manière, par l'envoyer à la Mecque, ou lui montrer qu'on lui offre des choses, ou on s'occupe de lui. Mais le mot, la communication vers lui, je le regarde souvent, et je pense que
Le fait qu'il soit parti trop tôt, ça m'a un peu marqué. J'ai eu des grandes blessures dans ma carrière physique. J'ai failli perdre une jambe au rugby, mes épaules, j'ai été opéré presque 9 fois. Tout le monde, alors qu'on est au sommet même de sa carrière. Et quand vous avez des journaux très connus que vous mettent en première page, ils titrent pour faire le buzz, votre carrière est finie. Et quand vous avez 80 000 spectateurs qui arrêtent de vous applaudir parce que vous ne faites plus partie de... Vous ne les faites plus rêver. Donc vous disparaissez, c'est affreux, mais c'est la vie. Comme ça. Donc tout ça, ça se gère. Mais encore une fois, cette façon vous apprend à être patient, prudent, et puis surtout savoir un petit peu comment revenir petit à petit. Savoir ne pas brûler les étapes. Quand on est champion au summum de sa carrière, quand vous êtes blessé, vous n'êtes plus un sportif, vous êtes un handicapé. Donc il faut juste revenir à marcher, revenir à courir. Donc c'est des étapes à franchir. Et quand vous revenez, croyez-moi, cette frustration, elle est décuplée par une énergie que même vous, vous ne le soupçonnez pas. Et vous êtes 2 fois plus fort. Ça m'est arrivé en 98, 99, et quand je suis revenu, j'étais élu meilleur joueur du monde pendant la Coupe du Monde en Angleterre. Les racines sont tellement... Je crois que c'est Feu Hassan II qui disait « Il faudra revenir au Maroc pour arroser les racines pour que les feuilles éclorent un peu partout dans le monde. » J'ai la chance d'être né dans un grand pays qui s'appelle le Royaume du Maroc. J'ai la chance de pouvoir vivre en France et aimer ce pays-là. Mais chaque fois que j'ai envie de revenir arroser mes racines, je le fais d'une façon naturelle, d'une façon libre. Et je pense que cet équilibre est indispensable pour moi. Je ne peux pas vivre sans. Alors, avant de vous rencontrer, j'étais Facebook. Alors, voyons voir. Oula, Instagram, Jonathan Paillard a aimé votre vidéo. Thomas Tuchel, l'entraîneur de PSG, a aimé ma vidéo. Donc voilà, donc même si l'entraîneur de PSG regarde mes publications, donc ça veut dire que... Bon, merci du conseil, donc, mais je vais me conserver une demi-heure par jour sur ça. Pas tout le temps ici comme ça, parce que ça, c'est surtout pas en voiture. Parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a choqué un peu. 100 fois plus dangereux le risque avec un téléphone en conduisant.